Bonjour, enchanté, Alexandre Tichit. Je m'occupe de la société Imotech implantée à Tunis. On travaille sur le Grand Maghreb et l'Afrique et on fait de l'intégration principalement, de l'étude, de la formation également et récemment de la distribution. On travaille principalement sur le protocole KNX parce que c'est un protocole qui est normé, qui est robuste, qui est recommandé par les bureaux d'études et qui nous permet d'avoir des grands projets. Autour des années 2005, les systèmes étaient assez simples. On gérait de la lumière variable, de la motorisation volet roulant, de la clim et du chauffage central. L'écosystème des interrupteurs était module d'entrée, quelques interrupteurs KNX, quelques thermostats. Le gros du marché était assez cher. Le ticket d'entrée faisait qu'on était dans un marché de luxe principalement. Vous avez en rouge nos comparaisons par rapport en traditionnel sur la Tunisie. Ces datas concernent plutôt la Tunisie. Et évidemment, principalement un marché de luxe. La moyenne des interventions en fitting, maintenance, formation, SAV sur des problématiques sur lesquelles on était impliqué ou sur des problématiques sur lesquelles on n'était pas impliqué, en gros, on était à 17 interventions par projet en moyenne. Dans les années 2010, l'écosystème s'est un tout petit peu étoffé. La lumière, surtout, est passée sur de l'économie, ce qui nous a posé quelques problèmes. Les motorisations intérieures, l'arrivée de la LED de manière aussi assez élevée. Le plancher chauffant, qui a beaucoup changé les choses. Et nous, la révolution en 2011, c'est des datas plus 2 ans, moins 2 ans. Quand je dis 2010, ça va faire 2008, 2012, 2013. On a eu la révolution et une montée en puissance des demandes de sécurité, principalement sur les caméras connectées, les caméras IP, et on a commencé à intégrer de manière assez régulière un peu de multi-room et d'audio. L'écosystème des commandes s'est accru principalement en KNX. Les thermostats sont devenus des room controllers qui permettaient de faire beaucoup plus, évidemment, avec des scénarios plus complexes. L'entrée des dalles tactiles, l'entrée des capteurs KNX et 2010-2011, vraiment pour nous, ce qui marque le tournant de la convergence IP, l'arrivée de l'iPhone et ensuite de l'iPad, qui a commencé à vraiment beaucoup changer notre métier et à nous créer des problématiques nouvelles. 2010, le prix moyen du ticket d'entrée est moins élevé. Les projets traditionnels coûtent un peu plus cher. Nos scénarios commencent un peu à se complexifier et vont avoir une notion de gestion de l'énergie. Il faut savoir que le mix énergétique de la Tunisie et du Maroc sont très mauvais, que l'énergie coûte cher, qu'après la révolution et les accords qui sont tombés avec la Libye, l'énergie a coûté encore plus cher. Et en Tunisie principalement, plus vous consommez, plus vous payez cher l'électricité. Donc je ne vous raconte pas les factures sur les gros projets. On a commencé à rentrer des projets hôteliers, du tertiaire, etc. Mais ces datas ne les concernent pas. Évidemment, la maintenance s'est augmentée avec le nombre de projets, avec le nombre de choses que nous gérons. On est arrivé sur 24-25 interventions par an, qui étaient principalement des déplacements en plus, et il a fallu réagir de manière drastique. 2015, l'arrivée massive de la LED sous toutes ses formes, la gestion des motorisations et de l'ensoleillement des grands bâtiments, l'intégration du multimédia, toujours de la sécurité, encore de la sécurité et du contrôle d'accès. Et pour la partie commande, la personnalisation des commandes. Les room controllers sont devenus en même temps des portiers et on a commencé à intégrer des stations météo, évidemment les iPads, les iWatch et des demandes assez farfelues de plus en plus sur l'intégration des thermostats et des objets connectés et sur la voix et par exemple, entre guillemets, l'emplacement de la présence en Bluetooth. Alors le coût moyen et le ticket d'entrée a excessivement encore baissé, on s'est amélioré, l'écosystème KNX s'est accru de manière exponentielle. Aujourd'hui, il y a plus de 450 fabricants, c'est le premier standard. Et ce qui est génial, c'est qu'on a commencé à rentrer des projets dans l'enseignement, l'urbanisme, la rénovation hôtelière, le tertiaire, le militaire. Donc on a eu une explosion du marché et les arguments qui étaient avant le confort, ensuite l'énergie, on est arrivé maintenant sur une vraie guerre de prix. Et on rentre des projets où l'argument financier devient un acteur majeur de nos commerciaux lorsqu'ils signent des projets. En revanche, contre-coup, voilà, la maintenance a explosé. On est à plus de 35 interventions en moyenne par projet résidentiel et c'est intenable. Il a fallu complètement reprendre notre problématique. Les coûts de maintenance deviennent très élevés et nous, on doit toujours travailler sur la satisfaction client, c'est-à-dire il faut avoir 100% de nos clients qui sont contents. Pas 90, pas 95, c'est 100%. Il n'y a aucun client, parmi plus de 300 projets, il n'y a aujourd'hui aucun client qui peut dire que ça ne marche pas chez lui, quel qu'il soit. Peu importe le prix que ça nous coûte.
C'est impératif. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié notre approche commerciale. On a séparé les offres pour éviter d'avoir des livrables qui sont trop complexes. On a défini clairement les livrables avec les clients. On s'est entouré de sous-traitants compétents et on a mis des outils de diagnostic et de maintenance à distance en position chez tous nos clients. Alors, modifier notre approche commerciale, c'était apprendre à dire non. C'est très important de dire non. Avant, le réflexe, c'est de dire tout à oui, de vouloir un marché à tout prix et d'accepter n'importe quoi. On est arrivé avec des demandes farfelues où il y avait pour 400, 500, 700 euros de développement pour connecter justement un IoT qu'a ramené le client des États-Unis en disant c'est le dernier truc. Il a acheté, c'est la version 1, c'est un proto, c'est pas un standard, c'est un truc qui sera obsolète dans 6 mois ou 8 mois. Le développement sera également obsolète. Donc on a appris à dire non. On leur a dit, nous, on fait des bâtiments, ils sont autonomes, votre maison, elle fonctionne tout le temps, qu'il y ait de l'Internet, qu'il n'y ait pas d'Internet, ça marche, c'est fiable. On a eu la chance, nous, en Tunisie, j'ai eu une coupure nationale d'électricité. Nationale. C'est arrivé à aucun de vous, je pense, ici. À l'époque, j'avais déjà plus de 300 projets en fonction sur la Tunisie. 300 installations. Les plus grosses, un hôtel. Les plus petites, un jardin de résidence. Ça a été la panique le dimanche après-midi. J'ai appelé tous les techniciens, j'ai appelé tout le monde, j'ai annulé tous les rendez-vous. Et lundi matin, tout le monde attendait au bureau. J'ai eu 0 coup de fil. 0. Tous les systèmes KNX ont redémarré, tous les bâtiments ont remarché instantanément. C'est basique, mais c'est fiable. Et c'est très important que ce soit fiable. Donc on leur a appris à dire non, de manière à ce qu'ils ne s'embarquent surtout pas vers des choses sur lesquelles on va perdre notre crédibilité et on va perdre de l'argent. C'est-à-dire on perdra les deux en même temps. Le client sera moyennement satisfait parce qu'il confond gadget et fonctionnalité, et nous, on ne pourra jamais le vendre au prix auquel on aurait dû le vendre réellement. Ensuite, on a séparé les offres. Ce que vous avez vu, les actionneurs de base, c'est-à-dire le contrôle de la lumière variable, les motorisations, la climatisation, le chauffage, c'est une offre. Et ça s'arrête là. Ça permet d'encaisser d'abord des acomptes en cours de route sur des chantiers qui peuvent traîner 24, 36, 48, 72. J'ai un chantier qui est ouvert depuis 5 ans sur un client qui a acheté 3 terrains d'affilée dans sa ville-là. On est passé de 1000 à 4000 m² bâtis. Si vous n'avez pas encaissé de l'argent pendant ce temps-là, vous êtes juste mort. Vous pouvez aller vous coucher. Donc on a défini ça. Ensuite, on a fait donc des commandes programmables. Pareil, le moment où, entre guillemets, vous allez définir l'interrupteur avec le client et le moment où il va être posé, c'est-à-dire après le peintre de finition en général, ça peut être 24 mois. Donc pareil, on leur laisse de la flexibilité et c'est une offre à part. La sécurité, c'est une offre complètement indépendante et le multimédia, c'est la même chose dans la mesure où du moment où vous avez déterminé avec votre client un système, les références au moment où vous devez livrer n'existent plus. Tout simplement. La moyenne de vie du multimédia sur un produit moyen de gamme, c'est 8 à 10 mois. À 10 mois, il est en déstockage sur un site en ligne. On a défini des livrables, très importants. Donc, des scénarios de base fonctionnels. Notre argumentaire, on l'a développé avec l'hôtellerie et on l'a développé avec les promotions immobilières, avec lesquelles on a explosé depuis 4 ans. C'est de dire, voilà, il faut quelque chose qui soit simple, qui dépende pas des gadgets et des objets connectés, qui est la remise en état du 1.0 du bâtiment, de l'appartement, du moment où le client va le vendre. Et c'est très important. Les gens n'achètent pas un logement pour toute leur vie et il ne faut pas qu'il y ait un cahier comme ça quand vous rentrez dans le logement pour savoir comment il marche. Sinon, c'est ingérable. Quand vous rentrez dans une voiture d'occasion, les standards sont connus. On sait où est le clignotant, on sait où est les phares, les logos sont pratiquement les mêmes, voire les mêmes. Et votre apprentissage d'une nouvelle voiture se fait en minutes quand vous en louez une. Il faut que ce soit la même chose pour le bâtiment. Il faut que l'apprentissage soit en minutes, pas en heures ou en jours. Donc on définit des livrables avec des scénarios de base fonctionnels, la signature d'un cahier de programmation, une réception définitive et on leur explique cette programmation de remise en place du 1.0 à la vente du bien. Et on l'assure et on le fait pour eux. Ça fait partie du contrat. Et on fait des pièces de ce genre-là, où quand il y a un projet, tout est défini sur les commandes. Vous avez la même chose pour les armoires électriques. Et chaque page est signée par le client. Et c'est son 1.0. C'est ce qui nous permet de solder le livrable, de dire, voilà, on a fini cette partie-là. Ensuite, on s'est entouré de sous-traitants compétents. On avait fait l'erreur de prendre des sous-traitants qui savaient à peu près tout faire, et en fait, rien et n'importe quoi, à savoir poser un système d'alarme et poser une caméra IP, ce n'est pas le même métier.
Poser une caméra IP et savoir gérer un réseau IP, c'est pas non plus le même métier, parce que les gens avec une pince RJ45 sont persuadés qu'ils savent faire un VLAN. Ils savent pas faire un VLAN, ils savent pas ce que c'est. Donc on a eu des problématiques. On a donné des notations à nos sous-traitants, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas nos sous-traitants, les intervenants, sur le même type de projet en fonction de leurs notes. Leurs notes, c'est la qualité des documents qu'ils nous remettent, la qualité des plans, la qualité du récollement, et bien sûr, la réponse qu'ils nous donnent quand on a des problèmes ou du SAV. Ensuite, on a pris des sous-traitants donc spécialisés, c'est-à-dire que pour nous, quelqu'un qui fait de la Wi-Fi et du réseau informatique, c'est un métier. Quelqu'un qui fait de la sécurité et du contrôle d'accès, c'est un métier. Quelqu'un qui fait de la télédistribution, c'est un métier. Et quelqu'un qui a une équipe de 5 personnes et qui fait tout, pour nous, c'est pas possible. C'est pas un métier. La somme des compétences aujourd'hui nécessaires pour faire ce type de métier est devenue trop grande pour être gérée par des petites unités. C'est impossible. Et enfin, nous avons mis des outils de maintenance et de diagnostic à distance. Pourquoi ? Parce que le but, c'était de réduire les coûts de déplacement et de proposer du service. Aujourd'hui, tous nos clients disposent d'un contrat de maintenance, ceux qui l'ont signé, de 1 an de fitting gratuit. Fitting, c'est la reprogrammation. C'est-à-dire, ils disent, voilà, tel interrupteur, j'ai envie que ça allume et que ça éteigne tout le jardin. C'est fait en moyenne en 2 heures. On se connecte, on reprogramme l'interrupteur, et ensuite, lors éventuellement d'un passage à proximité, s'il y a une étiquette, on changera l'étiquette. Mais dans tous les cas, la satisfaction client est énorme. Pour ça, on a demandé un contrôle obligatoire du réseau IP. On fait des contrats de SAV, donc de fitting fortement conseillés. Et surtout maintenant, on facture les clients qui nous font déplacer pour n'importe quoi. C'est-à-dire ceux qui ramènent des nouveaux éléments perturbateurs et qui, entre guillemets, ont le réflexe de dire que c'est nous le maillon faible. Et quand on se déplace, on s'aperçoit que quelqu'un est venu, a fait une intervention autre et avait besoin d'une prise IP, donc a débranché un de nos matériels pour brancher le sien. Un grand classique. Ah, j'ai acheté une nouvelle borne Wi-Fi qui est Apple. Le mec est arrivé, il avait besoin d'une connectique, il a débranché la nôtre, il a mis la sienne. Pas de chance, c'était notre contrôleur réseau. Voilà, donc ce genre de choses aujourd'hui, maintenant on facture. Et on facture cher. Comme ça, les gens apprennent la leçon. Le service client est toujours là, mais il vaut de l'argent. Écoutez, voilà, j'ai terminé. C'est magnifique. Je suis impressionné. Alors là, effectivement, on est dans le haut de gamme. Hein, on est sur d'hôtellerie ou de résidentiel plutôt haut de gamme. On est loin du... Non, on est aussi maintenant, depuis 4 ans, sur du résidentiel local et du résidentiel destiné aux touristes. Donc moyen haut de gamme. On est loin du logement connecté pour tous, c'est ça que je veux dire. Par contre, on a un pionnier, parce que là, tu es remonté à quelques années, mais c'est cet enseignement qui est intéressant. En fait. C'est le rythme qu'on voit de 5 ans en 5 ans, qui devient de 2 ans en 2 ans, qui va devenir de 1 an en 1 an. Chaque année, maintenant, il va y avoir une rupture, en fait. Donc ça veut dire que si on ne se prépare pas à ça, eh ben, on perd tous notre temps, parce qu'on va s'adapter là en 2017, sauf qu'en 2018, ça sera déjà passé autre chose. Donc comment tu vois les choses et quel conseil tu donnerais à un intégrateur aujourd'hui pour encaisser ce choc-là ? La première chose que je ressens, c'est l'explosion dont vous parliez des objets connectés et cette espèce d'amalgame entre le smart home. Moi, j'ai toujours eu un référentiel, c'est l'industrie automobile. Ça m'a toujours motivé parce que c'est un marché qui est mature, qui est intelligent, qui a 100 ans d'expérience. Et c'est pas rien, 100 ans d'expérience, et qui a évolué. Quand sont arrivées l'ouverture et la fermeture centralisée des portes, c'était un gadget. C'était sur quelques Mercedes, quelques BM, quelques machins, et c'était pas en série. Quand ils se sont aperçus petit à petit que ça fonctionnait bien, que c'était bon, la clé fonctionnait, le système fonctionnait, ils l'ont mis sur la Twingo, sur la Dacia. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous pouvez aller voir Mercedes en disant « Vous êtes gentil, moi je veux une clé pour les 5 portes, je ne veux pas de clé connectée ». Ils vous répondent non. Pourquoi ils vous répondent non ? Parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de mettre 5 barillet que de mettre 5 système automatique électrique et il y a moins de composants. Nous, notre idée dans un bâtiment, c'est pareil. C'est de dire comment simplifier le bâtiment en le rendant énergie, bien sûr, moins énergivore et plus confortable avec des choses excessivement simples et avec un minimum de pièces à l'intérieur du système. Moins il y a de pièces dans un système, quel qu'il soit, c'est une notion d'ingénieur, plus son niveau de fiabilité va monter. La deuxième chose que je dirais, c'est ne vous embarquez pas trop, à mon avis, dans les IoT, parce qu'il n'y a pas de standard. On est encore en pleine guerre.
C'était la guerre des systèmes informatiques d'il y a 35-40 ans. C'était la guerre des réseaux d'il y a 25 ans. Rappelez-vous, pour ceux qu'on connu, Token Ring, Apple Talk, etc. C'est IP qui a émergé et qui a gagné, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et des gens se sont retrouvés avec des usines et des bureaux entiers dans des systèmes de réseau qui sont devenus obsolètes en 3 ans. Donc, il faut laisser émerger les choses et voir sur quel standard quelque chose, si ça va émerger. Pour l'instant, c'est une jungle, les IoT, et ne pas confondre. Il y a un autre problème aussi qui est pour nous important, c'est l'aspect client. Les gens voient un reportage, et ça, c'est les journalistes, c'est normal. On est sur quelque chose qui est quasiment un prototype, ou voire une version 0.5, vue au CES, vue en reportage, vue au documentaire. Et le client final, lui, pense que c'est déjà un truc qui est robuste, fonctionnel, qui marche, facilement intégrable, etc. Et il va l'acheter, il ne va pas réussir à le faire marcher 9 fois sur 10 tout seul, et il va vous appeler. Et là, vous vous retrouvez dans une problématique, l'objet vaut 150 € et on vous demande 600 € de service que la personne ne voudra pas payer. Elle ne paiera pas 5 ou 600 € de service pour un gadget à 150 €. Donc c'est une impasse. Donc savoir dire non, ça sera la conclusion. Merci beaucoup. Je vous en prie.